Je vous emmène aujourd'hui découvrir un hôtel particulier du XVIIe siècle, joyau de l'architecture de la Renaissance, situé en plein cœur du village d'Olioul dans le Var et dédié aux richesses du patrimoine de la région. On y va, suivez mes pas. Alors, à peine entré à l'intérieur, on est immédiatement séduit par ces décors très richement sculptés. C'est magnifique, c'est lui. Ah, qu'il dites-vous, Ariane? On est en présence d'un hôtel particulier du XVIIe siècle, enserré dans la cité médiévale, et il fait partie des 20 hôtels qui ont été édifiés à l'époque pour de riches propriétaires issus de la bourgeoisie. Mais d'ailleurs, qui était le propriétaire initial de cette maison? Alors, le propriétaire originel, nous l'ignorons. Mais nous savons qu'un certain Melchior Martinenc l'a acquis autour des 1632. Et il a été racheté par la ville d'Olioul, puis transféré à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée en 2007. On a toutes sortes de têtes sculptées dans ce vestibule. C'est pas étonnant que ça s'appelle la maison des têtes, d'ailleurs, cette maison du patrimoine. Et on appelle ça surtout des gypseries. Qu'est-ce que c'est, Sylvie? Alors, les gypseries, ce sont des décors intérieurs ciselés dans du plâtre, directement sur place. On ne fait absolument pas appel à des moules, c'est un travail d'artisan, d'artiste. Et c'est unique au monde, ça? C'est classé, je crois. Tous les décors, on n'en a pas moins de 80 dans la maison, sont classés au titre des monuments historiques. La maison est elle-même inscrite à l'inventaire. Quand je regarde ces visages, ils sont très étranges. Qui représentent-ils, là, ces deux-là, par exemple? Alors, ce sont ce qu'on appelle des grotesques. Alors, il faut savoir que c'est un genre ornemental qu'on a redécouvert à la Renaissance, à Rome, dans certaines maisons enfouies, dont notamment celle de Néron. Et ces grotesques avaient pour but d'égarer le visiteur, de le faire un peu fantasmer, de le surprendre, puisque n'oublions pas que quand on rentrait dans le vestibule, on devait se laisser surprendre. Et oui, et je me laisse vraiment surprendre, bon, notamment par lui, parce qu'il me tire la langue, il n'est pas très sympathique, mais je me laisse surprendre aussi par ce qui me fait penser un peu au gothique, cette espèce de croisée d'ogives. Oui, effectivement, on est en présence d'une succession de voûtes d'arrêt très caractéristiques de la Renaissance italienne puis française. Et à chaque clé de voûte, nous avons une rosace. Nous n'avons pas moins de 14 rosaces dans cette maison. Et nous avons ces superbes clés pendantes. Et en fait, pour l'époque, c'était quelque chose d'herculéen, puisqu'on va introduire pour la première fois du métal pour pouvoir justement réaliser ces fameuses clés pendantes. Alors elles sont recouvertes de feuilles d'acanthe, et la feuille d'acanthe, imaginez-vous, c'est qu'elle est présente dans tous nos décors. La feuille d'acanthe est symbole de puissance, de majesté. Donc notre commanditaire voulait vraiment afficher sa richesse et son prestige. Les peintures, le choix des couleurs, là on est plus dans l'Italie, je trouve, on a des ocres. C'est vrai que ces fresques qui sont sur les murs nord et sud rappellent étrangement les palais qu'on peut découvrir à Venise. Et puis, ce qui prend une part très imposante dans ce hall d'entrée, c'est ce gigantesque escalier. Alors effectivement, cet escalier, il est majestueux, c'est la pièce maîtresse en fait du décor. Il occupe un tiers de l'espace, il est en fond de corps de logis et il est entièrement en plâtre. Entre ces colonnes à double poire, ces tomettes vieillies de plusieurs siècles et ces fresques qui nous rappellent les palais vénitiens, c'est tout un univers de magnificence qui s'offre aux visiteurs. Et puis la lumière aussi a toute son importance, on a un pluie de lumière qui se projette et qui se diffuse dans tout le hall d'entrée. C'est un véritable ravissement. Et puis, rien n'est laissé au hasard, on a des décors sculptés absolument partout, sur les murs, sur les colonnes. On peut retrouver des colonnes à chaque étage surmontées d'atlantes maniéristes. Et en fait, notre commanditaire avait un goût prononcé pour l'architecture gréco-romaine. D'accord, d'où ces colonnes omniprésentes partout. D'accord, je comprends mieux. Mais en quoi peut-on dire que c'est un joyau de l'architecture et surtout, quelle est sa particularité? Alors tout d'abord, c'est une des rares collections publiques du XVIIe de gypserie. Et ensuite, sa particularité par rapport aux autres hôtels particuliers d'Olioul, c'est que celui-ci est traversant. Habituellement, par exemple, les escaliers sont en abord de parcelle. Là, l'escalier est situé en plein milieu de l'hôtel particulier. Et on est rentré par la rue Gambetta. Et vous allez voir, on va en ressortir par la rue Berthelot. C'était aussi un signe de richesse et de prestige d'avoir pignon sur 2 rues. Et je vois que d'autres surprises nous attendent à l'étage. Allons-y.
Alors là, nous avons cette fois des gypseries, mais alors 1000 fois plus grandes, presque démesurées. C'est des visages qui en imposent là. Oui, effectivement, ces têtes devaient être vues du rez-de-chaussée et ce sont 6 têtes d'empereurs romains. Et en fait, cet étage, ce sont les salons de réception et on voulait épater la galerie, donner à voir avant d'être reçu dans les salons. Mais pourquoi avoir choisi des visages d'empereurs? Notre commanditaire avait un goût prononcé pour l'Antiquité romaine. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, à la Renaissance, il y a un renouveau pour l'Antiquité grecque et romaine, voire même égyptienne. Quand j'observe là, Sylvie, ces têtes, on a l'impression qu'ils ont des cheveux démentiels, des casques de cheveux. Oui, effectivement. On a des visages plutôt lisses et des chevelures peuplées de décors de la Renaissance. On y retrouve des rinceaux, des enluminures, on y retrouve des petits personnages comme Adam et Ève, cette fameuse feuille d'acanthe qui orne toute la maison. Mais cet espace avait une fonction particulière? Oui, avant d'être reçu dans les salons de réception, c'était un petit peu les coulisses de théâtre, une sorte d'espace interstitiel avant d'être reçu par le maître de maison. Ces colonnes, incroyables! Tout est dans la démesure. C'est à la fois une inspiration très classique, hein, la colonne, ça rappelle l'antique, et puis en même temps, on a une surcharge de sculptures dessus. En effet, nous avons des colonnes grecques surmontées de chapiteaux composites, puisque notre commanditaire était un peu mégalo. Hein. Habituellement, dans les hôtels particuliers du XVIIe, on a l'ordre dorique au rez-de-chaussée, ionique, puis corinthien. Mais lui, comme il était mégalo, il a mélangé les 3 ordres pour afficher toujours pareil sa richesse, son prestige. Et ce chapiteau est surmonté d'une petite attente qui représente tout simplement un enfant qui porte à son cou un porte-bonheur. Et on aperçoit ces très jolies voûtes et à nouveau ces clés pendantes. Cet étage, c'était vraiment l'étage d'apparat. C'est vraiment un palais plus qu'un hôtel particulier ici. Oui, on peut dire ça, on peut s'enorgueillir d'avoir un palais à Hollywood. Aujourd'hui, l'hôtel particulier n'est plus habité, je crois, mais est devenu un musée. Oui, effectivement, c'est un musée un peu insolite, un musée qui mêle à la fois les collections et les nouvelles technologies avec 7 univers différents. On découvre dans chaque salle une ambiance différente et je vous invite à me suivre dans la salle 1. Première salle, donc, nous voici dans l'atelier des gypseries. Comment fait-on, Sylvie, pour passer du gypse au plâtre? Eh bien, on va extraire des carrières, donc cette pierre à plâtre ou ce gypse. On va récupérer soit des filons de gypse rose ou de gypse blanc, selon l'usage qu'on va en faire. On prendra du gypse blanc pour les décors et le gypse rose pour la maçonnerie. En 1686, Louis XIV va interdire l'usage du bois et on va remplacer le bois par du plâtre rose parce que ça craint beaucoup moins le feu que le plâtre blanc. D'accord, malin. Une fois qu'on a extrait ces pierres, eh bien, on va les déshydrater. On va donc les calciner à plus ou moins haute température selon que l'on veut du plâtre blanc ou du plâtre rose. Oui. Puis, on va les broyer avec une batte avant qu'ils soient passés au tamis de soie pour avoir un plâtre d'une extrême finesse, un peu comme du sucre glace ou de la farine. Donc là, on a la représentation des têtes d'empereur, mais en 3 étapes, n'est-ce pas? Comment ça fonctionne? En fait, le gypier, à partir d'une esquisse, il va poser le plâtre frais directement en saillie sur le mur. C'est une masse un peu informe. Ensuite, il va ciseler le décor. Puis, on va passer à l'étape de la patine. Mais attendez, si je vous suis bien, le gypier, il n'avait pas le droit à la moindre erreur, parce que c'était fait à même le mur, tout ça. Ah, mais complètement. Pour faire cette étape-ci, il fallait 1h30 seulement parce qu'il sèche très vite. Les retouches étaient quasiment impossibles. Il était, à la moindre erreur, obligé de recommencer son chef-d'œuvre. Il y avait beaucoup de gisements de gypse en Provence autrefois? Il n'y a en France que vraiment 2 régions gypsifères. La région parisienne et Aix-en-Provence. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a réalisé de nombreuses gypseries dans les hôtels particuliers parisiens et provençaux. Cette maison accueille 7 salles aux ambiances extrêmement différentes. Elle est répartie sur 4 étages, 500 mètres carrés d'espace en tout. Et puis, nous avons, parmi ces salles,
Ce cabinet de curiosité, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancêtre des musées. Ce sont des pièces ou des meubles dans lesquels des illustres personnages, savants, princes généraux, ramenaient de leur voyage des objets issus du milieu naturel, coraux, coquillages, ou de création humaine, indienne, marqueterie de paille. L'objectif, c'était de comprendre la diversité des mondes. C'est le début de la circulation des savoirs grâce au voyage. Donc nos personnalités vont aller en Italie, en Flandre, en Angleterre et vont ramener de leur voyage des objets insolites, comme ceux que l'on peut découvrir dans l'espace de Nicolas Fabry de Pérez, Poisson-Lune, Murex, des coraux. Qui était Nicolas Fabry de Pérez? Nicolas Fabry de Pérez était notre grand savant français, un érudit prodigieux provençal, numismate, botaniste, archéologue, mais sa passion restait l'astronomie. Il va découvrir la nébuleuse d'Orion. Il va aussi acclimater de nombreuses plantes dans son domaine à Belgencier. Il va faire venir des graines un peu de tous les pays. Dans les cabinets de curiosité, on peut retrouver notamment ces indiennes. Alors ce sont des cotonnades légères, imprimées, fleuries, aux couleurs vives, qui ont été importées d'Inde par la Compagnie des Indes orientales. Elles étaient utilisées pour emballer les marchandises avant que les belles de la cour de Louis XIV ne s'en emparent. Madame Sévigné, lors d'un séjour en Provence, va en offrir à sa fille et ensuite toutes les femmes de la cour ne jurent que par cette nouveauté. On a créé un effet de mode en fait. En fait, les Indiennes ont révolutionné la mode du XVIIe, puisqu'au XVIIe, on porte de la laine. D'ailleurs, les femmes, on les appelait les grisettes. On porte de la soie, on porte du lin. Oui. Mais en fait, les Indiennes vont concurrencer tous ces textiles. Et ce que va faire Louis XIV, c'est qu'il va les prohiber, car il veut absolument protéger les manufactures françaises. Il va donc y avoir de la contrebande. On portera, on va dire, en catimini, des Indiennes importées. Parce que le secret des Indiennes, c'est le mordant, le sel métallique qui permet de fixer les couleurs. Aujourd'hui, vos vêtements, l'origine, c'est les Indiennes. Donc on travaille qu'avec du pigment végétal, alors que là, on passe au 19e siècle, lorsque la prohibition a été levée, les manufactures françaises d'indiennage vont se développer partout en France et on aura jusqu'à 70 colorants chimiques. C'est la révolution industrielle du textile. Et là, juste derrière vous, un personnage, Jean Écart. C'est un académicien, lui? C'est l'illustre académicien, chantre de la poésie provençale, qui a fait connaître au monde, en fait, la poésie provençale. Grâce à son roman Morin des Morts, qui fut traduit en 40 langues. Comme je vous disais, c'est la circulation des savoirs. Et parmi tous ces illustres personnages, juste en face, nous avons Victor Hugo et Alexandre Dumas. Mais qu'ont-ils découvert? Ils ont découvert la marqueterie de paille en venant séjourner donc sur la ville de La Seyne-sur-Mer. Eh bien, la marqueterie de paille, ce sont des objets qui sont faits à partir de paille de seigle. C'est un travail qui est réalisé en fait par les bagnards de Toulon, puisqu'on a accueilli le bagne à Toulon, la Seine-Saint-Mandrier. Et en dehors de leurs travaux forcés, ils réalisaient de très jolis travaux. Nous avons ici par exemple une très belle boîte à couture qui a été réalisée par un bagnard. Alors ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a absolument pas de vernis, mais on trouve dans la paille de seigle de la silice naturelle et qui fait que lorsqu'on pose les brins de paille bord à bord, on arrive, selon comment on les place, à capter la lumière et ça donne cet effet vernissé qui est absolument incroyable. Ouais. Et figurez-vous, Ariane, que ce produit humble réalisé par le bagnard est devenu au XXIe siècle un produit de luxe exporté au Qatar et au Japon. Changement de décor, changement de tenue. Je porte une robe typique de l'époque Renaissance. Et oui, parce que j'ai voulu jouer le jeu. C'est un costume de pièce de théâtre parce que je suis dans la salle dédiée au théâtre, la Commedia dell'arte. Mais qu'est-ce que c'est la Commedia dell'arte? C'est un genre théâtral qui est arrivé d'Italie, qui est né à la Renaissance, où les comédiens masquaient, improvisaient. Ils faisaient preuve de ruse, d'ingéniosité, de malice.
et ça va se répandre en Espagne, en Allemagne et surtout en France. Mais en fait, si ça arrive en France, c'est notamment grâce à moi, Catherine de Médicis. Regardez, je porte sa robe. C'est ça? C'est elle qui est allée chercher les Italiens? C'est Catherine de Médicis qui est arrivée au XVIIe avec les comédiens italiens à l'hôtel de Bourgogne. Ce qui me surprend, c'est ce qui se passe ici. C'est un théâtre du futur pour moi. Des personnages, des comédiens sous forme d'hologrammes qui jouent pour nous, face à nous. On a presque l'impression de pouvoir les attraper. Et puis ce personnage là derrière, qui est-il? Lui aussi, il est même en relief avec une projection vidéo dessus, du mapping. Alors lui, il est là pour taquiner votre curiosité. Oui. C'est Nicolas Fabry de Peiresc qui vous invite en fait à découvrir cette magnifique maison. Ce visage me dit quelque chose, un acteur, un comédien connu, non? Oui, il s'agit de Jacques Weber, qui a prêté son image pour incarner le rôle de Nicolas Fabry de Peiresc. Donc la Commedia dell'arte, elle est connue pour ses personnages masqués, on en a quelques-uns là. Mais à quoi ça servait les masques finalement? À identifier rapidement les personnages, leur archétype, c'est-à-dire l'avare, la servante, l'amoureuse, le vieillard grincheux. Et c'est typiquement ce que vont reprendre Molière et ses camarades dans leurs personnages. L'avare, on le retrouve effectivement, par exemple. Exactement. Nous avons par exemple Pantalone dans la version italienne et Harpagon dans la version de Molière. Française. Tout comme nous avons Harlequin dans la version italienne et La Flèche dans la version de Molière. Tous nos grands dramaturges français, que ce soit Beaumarchais, Corneille, Racine et surtout Molière, se sont inspirés de la Commedia dell'arte. Quand les comédiens italiens vont arriver donc à Paris, ça va bien évidemment faire de l'ombre à nos comédiens français. Oui. Donc un premier décret va être édité, on va leur interdire de jouer. Très malin, ils vont décider d'écrire leurs pièces de théâtre. Là aussi, un nouveau décret va leur interdire d'écrire. Et bien, comme ils ont plus d'un tour dans leur sac, les Italiens, ils vont décider tout simplement de mimer. C'est là qu'est né le pantomime. D'accord. Mais avant, on jouait plutôt sur les places de village, non? Au Moyen-Âge, par exemple. Oui, c'est exact. Et à la Renaissance, l'élite, bien évidemment, seulement l'élite, souhaite distraire ses hôtes et le théâtre s'invite dans les hôtels particuliers. D'où l'imprégnation de cette Commedia dell'arte au sein même de cet hôtel particulier, n'est-ce pas? Oui, et le divertissement du XVIIe siècle où on aimait aussi se déguiser. Mais qu'est-ce que la Commedia dell'arte a apporté au monde du théâtre finalement? Bien, avec l'arrivée de la Commedia dell'arte, le comédien a eu un véritable statut de comédien professionnel et non plus un statut d'amateur. Puis, avec l'arrivée de la femme sur scène, bien évidemment, la comédia va prendre une autre dimension avec notamment l'amour. Puisque vous savez qu'avant, les hommes jouaient des rôles de femmes. Et si vous en avez un peu assez de rester dans le même costume, écoutez, c'est très simple, vous pouvez en changer à tout moment. Hop, je me glisse dans la peau maintenant d'Isabella, la première femme à être montée sur scène en France. Et vous, cher public, comme Monsieur Fabry de Peiresc, je vous invite à partir à la découverte des trésors et autres merveilles que recèle notre belle demeure. Comédien, salut! Et dans cette salle, on découvre l'ensemble des plus grandes épopées du territoire, de la métropole donc, projetées dans ce film. Dans cet espace, nous avons également fait appel aux nouvelles technologies puisqu'on est en présence d'un film immersif à 180 avec des effets d'eau dynamique, avec des effets de feu, de bruitage, de bruit de canon. C'est un film qui en fait vous enveloppe dans l'histoire de la métropole. Mais quels grands événements historiques ce film retrace-t-il? Alors, il retrace notamment le siège de 1793 où Napoléon s'est illustré en chassant les Anglais de la rade de Toulon. Ça a été le point de départ de sa brillante carrière militaire puisqu'il est passé en 3 mois capitaine à chef de brigade. Puis nous avons eu le débarquement de Provence en 1944. Donc ce sont quand même 2 événements phares qui ont été marquant sur notre territoire. Nouvelle salle dédiée cette fois aux richesses naturelles de la région, la salle bien nommée Terre d'abondance. Et c'est abondant hein, quand on voit tout ça. Oui, c'est l'exubérance cette salle, c'est l'éveil des sens. En fait, il faut savoir que le département du Var est le premier département en fleurs coupées. Oui.
Et on n'a qu'à lever les yeux au ciel pour découvrir ce magnifique plafond tapissé d'immortelles, cette fleur d'or qui a été importée en 1815 par le port de Marseille et qui a fait la notoriété de la ville de Lyon pendant 2 siècles. Nous n'avions pas moins de cette teinturerie d'immortelles à l'époque. Oh, et Sylvie, qu'est-ce que sont ces cloches-là qui enferment des fleurs différentes? Alors, ce sont des odoramas. Des quoi? Des odoramas. Qu'est-ce que c'est? Alors, des odoramas, si vous pressez la petite poire, vous avez la possibilité d'avoir la senteur de chacune de ces fleurs. Oh, mais venez, enfin venez, mais ça sent la rose. Mais c'est extraordinaire. Ici, vous avez le lierre, le jasmin, la rose. Ensuite, vous avez le lys et enfin la lavande. Alors, ces fleurs sont très caractéristiques de la région. Si je prends l'exemple de la rose a été pendant très longtemps la fleur star de la région. Et aujourd'hui, elle a été devancée par la pivoine. La pivoine, on vend pas moins de 12 millions de pivoines chaque année produites sur le Pradé, Carqueiranne et la Crau. Ah oui? Et hier, effectivement, elle s'arrache à prix d'or par les Japonais, New York, le Qatar. C'est en fait la plante emblématique du territoire aujourd'hui. Mais c'est un musée qui est fascinant parce qu'il éveille vraiment les 5 sens. J'en ai plein les yeux, j'en ai plein le nez à présent. Le toucher aussi, quand j'avais le costume, était stimulé. C'est vraiment novateur, ça. Oui, c'est novateur. L'idée, c'était de faire un musée où on avait une certaine liberté de perception grâce au toucher. Le visiteur est acteur de sa visite. On n'acquiert pas des connaissances, mais des compétences. Le visiteur peut s'interroger, se questionner, voire même s'épouvanter dans le cabinet de curiosité quand il découvre une vanité. Changement d'époque, nous sommes à la belle époque, comme en témoignent ces très belles villas qui sont exposées ici sous forme de maquettes et qui nous font comprendre que votre région est sans doute l'un des plus grands berceaux de la villégiature en France. Alors oui, effectivement, avec l'avènement des premières lignes de chemin de fer, nous allons accueillir sur notre territoire beaucoup de visiteurs qui vont venir pour décrire, pour peindre, pour se ressourcer. Parmi eux, nous avions Vincent Cordouan, Eugène Delacroix, des écrivains comme Colette, Jean Cocteau, Georges Sand, Lamartine, pour trouver leur inspiration. Quand je regarde toutes ces demeures, est-ce qu'il y en a une qui garde secrètement un souvenir, une anecdote insolite? Alexis Godillot, grand mécène qui a fait fortune grâce à sa chaussure militaire, le Godillot sous Napoléon III, eh bien, riche de sa fortune, il va faire construire pour la colonie anglaise un certain nombre de maisons, de palais, au style très éclectique, sa propre maison dans un style normand. Il va faire construire par exemple la villa mauresque et la villa tunisienne dans un style totalement orientaliste, très différent. Et puis l'église anglicane pour la reine Victoria qui va quand même séjourner à Hyères. Et à partir de ce coup de projecteur sur la ville de Hyères, la ville va devenir une véritable station touristique. Cette frise en 3D représente finalement les plus belles villas, demeures du 19e et 20e siècle. Oui, mais pas que. Nous avons aussi le Grand Hôtel, qui était un hôtel de luxe à 2 pas de la gare de Toulon, qui a vu défiler des grandes personnalités, comme Eugénie, la femme de Napoléon III, mais aussi dans les années 60-70, Jean Gabin, Duke Ellington. Nous avions aussi à Toulon bon nombre d'hivernants, raison pour laquelle nous avons construit le théâtre et le musée d'art. Et regardez, quand on achève sa visite, on sort de l'autre côté de l'hôtel particulier. On l'a dit tout à l'heure, c'est un hôtel qui est traversant. Si vous voulez, comme moi, visiter la Maison du Patrimoine, sachez qu'elle est ouverte toute l'année, du mardi au samedi. Prix de l'entrée 7 € pour une visite commentée, 4 € pour une visite libre et puis elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Maison du Patrimoine, maison-du-6 patrimoine-du-6 tpm.fr.